Telle est la première image que les Français ont eue souvent ce matin en sortant de chez eux. Une visibilité très faible à cause d'un brouillard à couper au couteau. Un brouillard dangereux pour la circulation, pour les malades des bronches et mauvais aussi pour le trafic aérien. Au Bourget, 4 départs seulement, aucun atterrissage autorisé. Même situation à Orly où l'on a enregistré quelques décollages. Les arrivées gênées par un manque de visibilité n'étaient possibles que pour les caravelles d'Air Inter équipées du système d'atterrissage automatique que nous avons déjà présenté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il faut prévoir dans l'ensemble un certain refroidissement de la température. Beaucoup le souhaitent et attendent des chutes de neige, même si d'une façon générale, ils n'en ont pas manqué en montagne dans les stations de sport d'hiver. Certains d'entre vous ne peuvent éviter en ce moment de se souvenir de la catastrophe de l'autoroute A7 l'an dernier, presque jour pour jour. Une soudaine tempête de neige, vous vous en souvenez, avait immobilisé pendant plusieurs jours plus de 5000 voitures et souvent leurs passagers. C'était la retraite de la Bérésina dans la vallée du Rhône. Aujourd'hui, un plan anti-neige de l'alarme au secours rendrait pratiquement impossible les scènes et les drames qui ont été vécus l'an dernier, que rappelle François Cornet. L'historique retraite de la vallée du Rhône dura 3 jours. 3 jours d'affolement, de panique, de surprise pour les 5000 automobilistes enlisés entre Valence et Avignon. Malgré le déclenchement du plan Orsec, l'arrivée d'une escouade de chasse-neige, de camions, d'hélicoptères et la mobilisation de tous les CRS, pompiers, gendarmes et militaires de la région, l'autoroute A7 fut impraticable pendant près d'une semaine. 60 cm de neige en une seule chute, cela explique tout, disaient à l'époque les responsables de l'autoroute. C'est en effet un phénomène qui, selon les spécialistes de la météo, ne se reproduit que tous les 250 ans. Ne pas acheter, parquer et maintenir en état de marche du matériel qui pratiquement ne servirait jamais, c'était l'argument de certains responsables de la Société de l'exploitation des autoroutes. Une telle catastrophe pourrait-elle aujourd'hui se reproduire? Non, répondent à cette question les responsables. En moins de 10 minutes aujourd'hui, l'alerte générale peut être donnée et le plan anti-neige déclenché. Toute l'Allemagne connaît maintenant leur visage et participe aux recherches. Les 3 bandits de Cologne se trouveraient dans une forêt à 15 km de la frontière entre la France et la Sarre. Après le western d'hier, automobile et hélicoptère contre voiture, une gigantesque partie de cache-cache est engagée depuis l'aube pour retrouver les 3 hommes, dont voici le chef, et qui ont attaqué hier une banque de Cologne, et qui se sont enfuis avec 500 000 francs et 2 otages de la police relâchés hier soir vers 20 h. Aujourd'hui, les policiers allemands et leurs collègues d'en face n'ont plus aucune raison de faire des concessions et de l'avis général, les 3 bandits ont peu de chance, malgré l'aide du brouillard, de rester libres longtemps encore. Ce sont ces images de la télévision allemande qui ont permis d'identifier les bandits qui se sont emparés hier de 500 000 marks dans cette filiale de la Deutsche Bank. Arrivés sur les lieux avant que les malfaiteurs n'aient pu s'enfuir, les policiers de Cologne ont pu crever les pneus de leur voiture et commencer le siège de la banque devant de nombreux curieux. Mais pendant ce temps, à l'intérieur, les bandits pris au piège font des otages. « 12h30, les malfaiteurs sortent de la banque chargés de leur butin, poussant devant eux les 2 commissaires de police qui se sont livrés à la place des otages. Vous voyez ici Hans Kraus, l'adjoint du chef de la police criminelle de Cologne. Il a les mains liées derrière le dos. C'est à bord d'un minibus mis à leur disposition par la Deutsche Bank que les bandits et leurs prisonniers pourront quitter Cologne sans intervention des policiers. À 12h45, la chasse à l'homme commence. Cette nuit, toutes les recherches ont pratiquement été stoppées. Elles ont repris ce matin, mais difficilement. Les 5 hélicoptères de la police allemande n'ont pu prendre l'air en raison du brouillard qui enveloppe la forêt de Rohrbach à quelques kilomètres de la frontière franco-allemande. C'est là que se trouvent les gangsters en fuite et on pense qu'ils ont toujours l'intention de franchir la frontière française en Alsace ou en Lorraine. En effet, d'après les renseignements que nous avons, ils avaient l'intention de passer la frontière après avoir libéré les otages.
Les otages, eux, sont libres. Ils ont d'ailleurs déjà regagné Cologne. Et pour la police fédérale, c'était l'essentiel. La vie des otages, libérés hier soir près d'un restaurant où les bandits abandonnèrent également d'ailleurs leur fourgonnette. À Orbach, gardes-frontières et policiers ont établi leur PC. 400 hommes aidés de chiens policiers sont sur les traces des 3 bandits. Un Autrichien, le chef de bande, semble-t-il, et 2 Français, identifiés par la police marseillaise comme des malfaiteurs de petite envergure. C'est une véritable course-poursuite qui s'est jouée à travers toute l'Allemagne, depuis Cologne en passant par Saarbrück. Les auteurs du hold-up changeaient souvent d'itinéraire pour tenter de semer en vain la police. C'est alors qu'ils ont demandé à poursuivre seuls leur route, promettant de libérer leurs otages, le chef de la brigade criminelle de Cologne et un commissaire principal. Ils ont tenu leur promesse avant de s'enfuir à pied dans les bois, mais on espère bien à Orbach pouvoir les retrouver. Nous espérons pouvoir les reprendre au plus vite. La région boisée est très sombre et pour bien faire, il faudrait un gendarme tous les 10 mètres, ce qui n'est pas possible actuellement. De leur côté, gendarmes et douaniers français en Lorraine et en Alsace sont en alerte et toute la nuit, ils ont multiplié les contrôles en frontière. Les affaires politiques, la diplomatie, le président égyptien El-Sadat avait promis, vous en souvenez, une initiative spectaculaire avant le 31 décembre. On saura ce soir, après le discours important qu'il doit prononcer au Caire, s'il s'agit d'une initiative militaire ou politique. Politique, plutôt, d'après les informations qu'on peut avoir ce matin. Le Caire considère en effet que la réanimation de la mission du diplomate suédois Yaring ressemble déjà à une victoire. M. Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Tel Aviv, attend avec sérénité la définition de la nouvelle politique égyptienne. Il répète qu'Israël est prête à discuter de toutes les questions. Les mots non négociables, a-t-il dit, n'existent pas chez nous. Le général Moshe Dayan a un souci d'un autre genre, personnel. Il divorce. La politique n'est pas étrangère à sa décision. Madame Dayan milite, paraît-il, trop ouvertement en faveur de l'amitié judéo-arabe. Ils étaient mariés depuis 35 ans et ils ont 3 grands-enfants. 350 bombardiers américains poursuivent le pilonnage du Nord-Vietnam ordonné par le président Nixon. C'est un avertissement politique et une opération de représailles limitée, déclenchée parce que les Nord-Vietnamiens abattent trop souvent des appareils américains de reconnaissance. À Paris, les délégations à la conférence de la paix sur le Vietnam protestent. Les délégations américaines ou nord-vietnamiennes, aucune d'elles ne participera jeudi à la conférence du Vietnam sur la paix, qui en est à sa 139e séance. Cela fait d'ailleurs 2 semaines déjà que les rencontres de l'avenue de Kléber sont annulées. Vous voyez ici M. William Porter, qui est le représentant de la délégation américaine et le représentant de la délégation du Vietnam du Nord, ici même. Le président Nixon en parlera en tout cas cet après-midi avec le chancelier Willy Brandt, dernier homme d'État qu'il rencontrera avant de se rendre chez Mao Tse-tung et à Moscou chez Léonid Brejnev. Le chancelier Brandt a comme cela l'habitude de se ménager chaque année plusieurs plages de repos. Il a prévu de passer 10 jours de vacances en Floride avec sa famille. Après le drame d'Argenteuil, après toute une série d'explosions meurtrières, cette année, tous les syndicats se sont réunis à Paris ce matin pour préparer un catalogue de mesures spéciales. Ils auraient pu trouver là un thème favorable à des actions communes. Ça n'a pas été le cas. Claude Carré nous en rend compte. Non, tous les syndicats du Gaz de France n'ont pas pu se mettre d'accord ce matin. Ils se sont réunis 1h30 ici au siège de la CGT et ils n'ont pas pu se mettre d'accord car la CGT, elle, voulait une manifestation. Les autres syndicats ont trouvé que le moment était mal choisi, que Gaz de France n'était pas seul en cause et ils ont refusé cette manifestation. Pourtant, la plupart des syndicats sont d'accord sur le manque de contrôle et surtout sur le peu de moyens de surveillance qu'a Gaz de France. Mais, bien sûr, ils diffèrent sur le mode de revendication. En fait, depuis 1946, le Gaz de France n'est pas responsable de ce qui se passe dans les appartements. Gaz de France n'est responsable que des installations extérieures. Un exemple, si dans votre appartement, vous, locataire, vous voulez raccorder l'installation extérieure du Gaz de France, le tuyau d'arrivée du gaz à votre gazinière, à votre cuisinière, et si vous employez un tuyau en plastique, un tuyau d'arrosage par exemple, eh bien vous êtes responsable. Ce n'est pas le Gaz de France qui est responsable. Donc la CGT voudrait qu'il y ait plus de contrôle et surtout que Gaz de France ait plus de crédits, plus de moyens pour effectuer ces contrôles.
La CGT a donc seule décidé ce matin de faire une manifestation. La CGT représente 55% de l'ensemble des personnels du Gaz de France et des électriciens bien sûr. Et cette manifestation aura lieu le 7 janvier prochain, une manifestation nationale de tous les gaziers et électriciens. Une manifestation est aussi prévue à Paris, manifestation qui aura lieu le même jour à 10 h au siège du Gaz de France. Ici, la CGT, à vous Cognac-G. Une nouvelle affaire, pas dans l'immobilier cette fois, mais dans le commerce et l'artisanat. Un juge d'instruction du parquet de Paris pourrait rencontrer cet après-midi les dirigeants de la Mutuelle Générale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui regroupe quelques 65 000 membres. On aurait trouvé des irrégularités dans la gestion de la mutuelle, des oublis dans la comptabilité, des dépenses excessives, des opérations immobilières surprenantes, le tout sur le dos des gens de conditions modestes que la mutuelle est censée servir. Son administrateur provisoire a en tout cas rassuré ce matin les sociétaires. La mutuelle peut reprendre une activité normale dès qu'un certain effort aura été fait pour la gestion de cette compagnie. Un chiffre attendu, un pari engagé, l'indice de la hausse des prix en novembre. Il sera probablement connu ce soir ou demain dans la matinée. Cela signifie que l'on connaîtra avec exactitude de combien le coût de la vie a augmenté le mois dernier et d'une façon générale au cours de l'année 71. La question est de savoir si le cap des fameux 6% sera franchi, auquel cas ce serait une des hausses les plus fortes enregistrées en France depuis 10 ans. Ce sont surtout les prix des produits alimentaires qui ont été les plus instables. Pourtant, au ministère des Finances, on reste optimiste pour l'an prochain. On estime que les contrats anti-hausse passés récemment avec les industriels produiront leur effet dans les premiers mois de l'année 1972. Nous allons faire un tour à la Bourse de Paris pour voir si elle se ressent, elle aussi, des derniers événements, et puis de la trêve d'une façon générale, qui a lieu généralement entre le jour de Noël et le jour de l'an. Il semble qu'elle soit calme, Gérard Vidalange. Oui, Jean-Pierre Elkabbach, c'est vraiment la trêve est totale pour les financiers, alors que tout de même, il y a souvent des échanges en fin d'année, mais cette année, c'est très net, il y a une baisse de régime et les cotations sont menées prestissimo. On peut dire qu'en une heure de temps, maintenant, tout est coté. Alors, quelques valeurs, malgré tout, se détachent. Aujourd'hui, ce sont les électriques avec la radiotechnique, ainsi que LMT, le matériel téléphonique et la compagnie industrielle et télécommunications. La Redoute à Roubaix également se comporte fort bien, ainsi que le Printemps. Et alors, surtout, la hausse de Citroën a été confirmée aujourd'hui. C'est une valeur qui, je dirais, a pris du galon cette année, car les résultats de Citroën vont être excellents. La production s'est accrue de 24%. C'est maintenant le deuxième constructeur français d'automobile et elle a pris la place de Peugeot. C'est-à-dire qu'il y a eu un rétablissement très remarquable de Citroën cette année. Donc, encore une fois, une séance d'attente aujourd'hui. Je voudrais vous donner rapidement des nouvelles de la santé de Maurice Chevalier. Il a passé une bonne nuit, mais son état reste sans changement, c'est-à-dire préoccupant. La 8e séance de rein artificielle prévue depuis hier a été mise en route ce matin. Elle se terminera tout à l'heure vers 14 h, c'est-à-dire dans quelques 3/4 d'heure. Nous saurons vers 18 h comment Maurice Chevalier l'aura supporté. Je voudrais vous dire également à propos du Vietnam et des bombardements américains sur le Nord-Vietnam que M. Vo Van Chung, qui est le délégué général de la République démocratique du Vietnam Nord à Paris, a effectué ce matin au Quai d'Orsay une démarche auprès de M. Maurice Schuman pour appeler l'attention de M. Schuman sur la gravité de la situation qui résulte de l'accroissement des bombardements effectués par l'aviation américaine sur le Nord-Vietnam et dans la situation actuelle. Je pense que maintenant, nous allons pouvoir traiter avec Bernard Olivier Hebdo Midi Affaires qui est consacré aujourd'hui au commerce extérieur. Bernard Olivier. « 500 000 salariés travaillent en France pour l'exportation, soit plus d'un travailleur sur 10. La France est le 5e des pays exportateurs mondiaux. Au cours des 10 dernières années, les exportations ont plus que doublé, mais le véritable décollage français date de 2 ans. Il est dû pour une part à une situation monétaire favorable. Depuis 1969, en effet, la dévaluation du franc et 2 réévaluations successives du Deutschmark font qu'une même marchandise coûte 25% moins cher sur le marché allemand qu'il y a 3 ans. Cette situation très favorable s'accompagne cependant d'une évolution très nette du contenu des exportations. Jusqu'en 1960, la France vendait surtout des céréales et achetait très cher
des machines-outils. Depuis quelques années, elle vend davantage d'automobiles, de machines et même d'usines clés en main. Mais en Amérique du Nord, par exemple, nous vendons surtout des parfums et des alcools. Peu d'entreprises exportent pour l'instant, moins de 1000 firmes sur 350 000 réalisent 75% des exportations. Il faut ajouter que l'expansion du commerce mondial fait que la France n'a guère fait qu'accompagner le mouvement et n'a pas progressé plus vite que ses principaux concurrents. Vous venez de l'entendre, la France jusqu'à maintenant exportait davantage de produits agricoles que de machines-outils. Or, en 1971, c'est l'inverse. L'industrie française, en quelque sorte, a atteint sa majorité internationale. Pourquoi ce changement alors que jusqu'à aujourd'hui, on considérait d'une façon générale que les entreprises françaises étaient trop petites ou peut-être trop mal adaptées pour exporter durablement sur les marchés étrangers? Eh bien, nous allons en discuter avec M. Grégoire, qui est chef dans une entreprise moyenne, et M. Humbert, qui est directeur général de la Fédération des industries mécaniques. Mais auparavant, nous allons, avec Pierre Champtier, voir comment fonctionne une entreprise qui exporte. C'est presque une image d'Épinal. Au départ, un fermier de l'Oise passionné de mécanique qui veut améliorer pour ses voisins le ramassage des betteraves. 40 ans plus tard, une usine ultramoderne, 5000 ouvriers, une expansion à la japonaise, et Poquelin devenu le premier producteur mondial de pelles hydrauliques, en France le premier constructeur de travaux publics. Après avoir conquis le département, puis le marché français, le fermier, Georges Bataille, a pris sa retraite. Son fils, Pierre, qui lui a succédé, vend aujourd'hui son matériel dans plus de 100 pays. Le petit atelier est devenu une firme internationale. Elle exporte bon an mal an 60% de sa production. Depuis, la structure de l'entreprise a changé. On embauche toujours les paysans de l'Oise qui quittent la terre, mais aussi de jeunes cadres férus de marketing. Presque tous sont polyglottes. Il faut des gens connaissant bien les pays dans lesquels on doit travailler. Et d'un bout à l'autre des services, il faut que tout l'ensemble pense exportation. Que les études d'abord, ensuite les méthodes, les achats dans l'inclusion de produits étrangers. Si nous vendons beaucoup en Allemagne, nous n'hésitons pas non plus à acheter des moteurs en Allemagne. Si nous vendons en Italie, nous achetons également des chenilles en Italie. Il y a là tout un commerce international, un échange international qui est profitable pour tout le monde. Et toute l'entreprise doit être organisée pour cela. Vos produits sont bons, mais vous ne savez pas les vendre. C'est le reproche qu'on fait à l'étranger aux industriels français. Ici, on ne sous-estime pas l'importance du réseau commercial, c'est la vie de l'entreprise qui en dépend. En fait, on dépense davantage pour vendre que pour produire. À la longue, c'est un effort payant. Un détail, par exemple, souvent négligé par les industriels français, mais qu'ici on n'oublie pas, la traduction en langue étrangère des fiches techniques, notices d'entretien et prospectus. Deuxième point, l'étude du marché. Il faut satisfaire le goût du client, qui n'est pas forcément le même au Koweït qu'au Brésil. Mais Poquelin ne fait pas du travail sur mesure. Pas de perfectionnisme, le défaut de l'exportateur français. En fait, pour être compétitif, il faut allonger les chaînes de production, vendre moins cher un même produit qui convienne à tout le monde. Van type LP. Enfin, ce qui compte surtout, c'est la formation du vendeur, ce personnage clé sur lequel finalement tout repose. Tous les ans, les 450 vendeurs de la maison viennent suivre un stage dans leur langue d'origine. Nous estimons que nous pouvons, pour vendre à des Allemands ou à des Belges ou à des Italiens, n'avoir que des vendeurs belges, allemands ou italiens. Ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français qui sont directement au contact des clients. Et même pour la direction de nos filiales, nous considérons qu'il faut beaucoup mieux avoir, des nationaux. Nous considérons que dans chacun des pays, pour s'intégrer à la mentalité nationale, il est nécessaire d'être parfaitement proche. En fait, pour vendre, il faut d'abord séduire le vendeur avant de séduire le client. Il faut d'abord séduire le vendeur, et le moral du vendeur a une influence déterminante. Alors ça nous oblige évidemment à l'armer avec toute une série de moyens, de prospectus, de documentation, dans la langue du pays,
parfaitement adapté à son problème, c'est un élément, il y a toute une série de supports que nos services de promotion de vente publicité ont à réaliser. Ensuite, ces vendeurs, il faut qu'ils aient des contacts avec l'usine, et de façon à non seulement connaître le produit, mais savoir comment il se fabrique et avoir une espèce de, je dirais, de double personnalité. Ils ont leur personnalité du pays, mais ils ont également une personnalité Poquelin. Pour une entreprise, il y a deux façons de conquérir les marchés extérieurs. Elle peut exporter directement ou bien investir, c'est-à-dire fabriquer sur place en ouvrant des filiales à l'étranger. Si nous pouvons concentrer la production en un seul lieu, c'est la meilleure solution. Les transports, le coût des transports baisse, que ce soit par camion, par conteneur à travers l'Atlantique ou sur bateau, enfin, l'ensemble des coûts des transports baisse, et par contre les coûts de production augmentent. Donc la concentration en un seul point de la production est généralement tout à fait préférable. Malheureusement, un certain nombre de pays, comme certains pays d'Amérique du Sud particulièrement, sont fermés, et on ne peut vendre sur ces marchés-là, prendre une position assez favorable, que si on produit sur place. Ce qui nous a amené à créer des filiales de production au Mexique et au Brésil, par exemple. Et puis il y a aussi le problème des licences. Alors il y a le problème des licences. Les licences, dans ce qui nous concerne, nous en avons principalement au Japon, parce que là le marché était fermé. Il était difficilement pensable d'exporter en quantité au Japon. Comme par ailleurs les Japonais très industrieux souhaitaient fabriquer sur place, nous avons déjà depuis 10 ans un licencié au Japon qui fonctionne bien, avec lequel nous avons d'excellents rapports. Poquelin vise maintenant le marché américain. C'est le marché test pour un constructeur de matériel de travaux publics, puisqu'il faut y affronter des géants comme Caterpillar. Avec la dévaluation du dollar, ce sera plus difficile, surtout pour une entreprise à caractère familial qui doit à la fois faire appel aux financiers pour poursuivre son expansion et offrir les mêmes conditions de crédit que ses concurrents. Les problèmes de financement pour l'exportateur sont beaucoup plus importants. Il est bien connu que en France, il y avait des facilités considérables de crédit à l'export pour les exportateurs jusqu'il y a quelques années, et que malheureusement nos engagements vis-à-vis de nos partenaires actuels font que nous sommes revenus à des crédits, je ne dis pas difficiles parce qu'ils sont assez nombreux, mais chers. Et le problème du coût de l'argent est un problème important qui tout de même pèse très lourd sur la compétitivité de nos entreprises. Vous ne trouvez pas que les industriels français, eux, manquent en général de dynamisme, d'agressivité? Vous savez, on souffre là d'un phénomène bien connu. Depuis le début du siècle, la France avait été protégée de barrières douanières, était assez protégée dans beaucoup de domaines. Par ailleurs, on a un pays qui était où il fait bon vivre, et au fond, tant que la nécessité ne se faisait pas sentir, dans pas mal de cas, les gens n'ont pas cherché à l'extérieur. Alors aujourd'hui, il est bien évident que l'ouverture des frontières, tout le monde n'en a pas encore pris conscience, et que certains n'ont pas le réflexe de penser à un marché plus élargi. On dit que les industriels français n'ont pas su profiter comme ils auraient dû de la compétitivité des prix français depuis la dévaluation de 69. Est-ce que vous en avez profité? Profiter, oui, c'est bien évident que ça nous a facilité la tâche. Est-ce que votre pourcentage d'exportation a grimpé depuis 69? Pour nous, c'est difficile de le dire, parce que depuis 69, il y a un autre phénomène qui a joué, c'est que les marchés des pays industrialisés, depuis quelques mois, ont été freinés partout par la volonté logique et bonne des différents gouvernements de freiner l'inflation, donc de réduire les dépenses publiques dans les domaines d'investissement, de façon à agir comme ils pouvaient pour empêcher la dégradation des monnaies. Or, ça s'est répercuté directement sur les volumes de travaux publics et donc sur l'achat de matériel de travaux publics dans lequel nous sommes. Et il n'y a aucun doute qu'il est difficile
quand on regarde les chiffres, de dire qu'on a profité pleinement. Mais s'il n'y avait pas eu cette compétitivité suffisante, améliorée de la France par rapport à l'extérieur, il est très vraisemblable que nous aurions chuté encore plus. Or là, nous n'avons pas chuté, nous avons progressé, mais nous avons une toute petite progression, alors que nous avions prévu une très grosse progression. Alors, première question, les industries françaises n'étaient pas compétitives jusqu'à maintenant. Pourquoi? Écoutez, je crois que c'est une vision quand même un petit peu simpliste que de présenter le problème sous cette façon. Je crois que depuis plusieurs années, les industries françaises améliorent progressivement leur compétitivité. Et je crois qu'il y a un phénomène dans une matière qui évolue extrêmement vite, c'est que vous avez aujourd'hui dans l'exportation française la traduction des efforts qui ont été faits il y a 5 ou 6 ans. L'exportation, ce n'est pas une opération presse-bouton où, par l'amélioration d'une compétitivité, brusquement, vous avez la possibilité d'évacuer votre marchandise. Je crois que M. Pierre Bataille vient de le dire très bien, il y a toute une série d'autres facteurs qui interviennent et le passé de Shakespeare n'est pas vrai en matière d'exportation. Vous avez aujourd'hui, dans les chiffres français, la traduction des efforts faits il y a plusieurs années. Alors je crois que même la vision que donnait le petit film d'introduction n'est plus tout à fait exacte de la France d'aujourd'hui. Et je crois qu'en cette matière, il faut savoir regarder en avant et non pas trop se pencher sur le passé, car nous sommes aujourd'hui en train de forger les exportations de dans 2 ou 3 ans. Mais en ce qui concerne le présent, justement, il faut quand même convenir qu'il y a un renversement de tendance qui n'est quand même pas entièrement dû à des efforts purement des industriels. Qu'est-ce qui a changé depuis précisément 10 ans? Est-ce que c'est au niveau des structures? Est-ce que c'est au niveau des finances ou au niveau de la vente? Écoutez, je crois qu'il y a une série de paramètres qui ont joué. Je crois qu'il est absolument évident qu'en prenant en 58 le virage du marché commun, la France a pris un grand pari qui était au fond de battre les grands pays industrialisés sur leur propre terrain, n'est-ce pas? Elle en a pris conscience, l'industrie en a peut-être pris conscience la première parce qu'elle s'est trouvée immédiatement au feu de l'action, soumise à la concurrence de ses partenaires étrangers et qu'elle a eu à faire cette reconversion dont parlait M. Pierre Bataille. Je crois que beaucoup d'industriels se sont mis à la tâche à cette époque-là et je suis convaincu pour ma part que les 10 années que nous venons de vivre resteront 10 années importantes dans l'histoire économique du pays. Et il y a une chose qu'on sait sûrement peu, c'est que je crois que le travail qu'ont accompli les ouvriers, les cadres, les dirigeants d'entreprise de notre génération auront profondément marqué notre pays et ont entraîné une reconversion très importante pour faire aujourd'hui une industrie qui, comme vous le dites très justement, a, je crois, maintenant pris sa taille internationale. Oui, mais justement, sur ces 10 ans, on s'aperçoit que l'exportation française n'a fait que suivre le mouvement général de l'exportation mondiale. Dans le même temps, l'Italie et l'Allemagne ont fait beaucoup mieux. Eh bien, écoutez, il y a eu le départ, n'est-ce pas, pour la France. La France est partie de zéro, elle est partie d'une situation où son économie n'était pas du tout organisée pour conquérir les marchés étrangers. Et croyez-moi, il ne suffit pas qu'un industriel tout seul se mette à l'exportation. Il lui faut tout un environnement de services, de banques, tout un système. Il lui faut des pouvoirs publics qui comprennent les nécessités de l'entreprise exportatrice. Et vous savez, ceci progresse, mais n'est pas encore tout à fait réalisé aujourd'hui. Nous pourrons y revenir si vous le voulez. Et le chemin s'est fait petit à petit. Et l'industrie française a fait petit à petit son chemin dans cette affaire. Je crois que, globalement, peut-être, l'ensemble de l'économie française n'a pas progressé beaucoup plus rapidement que les échanges internationaux, qui se sont certes beaucoup développés. Je crois que si on prend le secteur industriel a eu des performances très importantes. Celui que je connais bien, celui de la mécanique, dont relève d'ailleurs l'industrie que nous avons vue tout à l'heure, a multiplié par 7 ses exportations dans les 10 dernières années. Je crois que c'est un score qui est un des plus beaux enregistrés par les pays industrialisés, qui est du type de celui de l'Allemagne et de l'Italie. Monsieur Grégoire, l'État joue un grand rôle pour stimuler les exportations. Quelles sont les aides dont vous bénéficiez, vous? Disons que l'État joue un grand rôle, mais je crois que c'est aux industriels de faire le premier effort, et l'État n'aidera les gens que s'ils ont commencé à faire l'effort eux-mêmes. Il faut avoir la volonté d'exporter, ça nous en sommes persuadés, et personnellement, je fais des efforts pour que notre pourcentage d'exportation croisse très sérieusement. Et à partant de ce désir, l'État et les organismes qui en dépendent ou des organismes semi-publics comme les chambres de commerce nous sont d'un très grand secours. Pour vous parler d'un exemple régional, en Haute-Normandie, pour répondre à 2 besoins que nous connaissons, il y a d'abord, si vous voulez, un besoin d'aide commerciale et les chambres régionales aident les industriels
désireux d'exporter par des contrats d'assistance technique qui leur permet de trouver et même de conclure des contrats avec des agents locaux, parce que, comme le disait M. Bataille, il faut impérativement que les vendeurs soient du pays dans lequel on désire vendre. Ça, ce sont les clubs d'exportateurs. Alors, comment ça fonctionne? Ces clubs, ça regroupe qui et qui les fait fonctionner? Alors, les clubs exportateurs sont en principe une réunion spontanée, si j'ose dire, de gens qui ont les mêmes problèmes à l'exportation. C'est assez récent. C'est assez récent et ce n'est pas une émanation de l'État, et ce sont des gens qui se sont réunis pour confronter leurs problèmes, et je dirais même que parmi certains buts des clubs exportateurs, il y a de se faire entendre auprès de l'État dans certains cas particuliers où on estime que l'État pourrait faire un effort un peu plus important. Et quels sont les services qui vous sont rendus par le club? Tout le côté bureaucratique, si j'ose dire, ou est-ce que ça va plus loin? Non, le club d'exportateurs, c'est une association, comme je vous disais, de gens qui confrontent leurs problèmes et qui bénéficient, si vous voulez, de la force. Si tout seul on va frapper à la porte d'un ministère, on se fait moins bien entendre que si un club représentant une cinquantaine ou une centaine d'industriels frappe à la même porte, c'est bien évident. Mais ce que je disais au sujet de la Chambre de commerce, c'est surtout les chambres de commerce qui nous aident techniquement, qui nous donnent les meilleures formules pour des questions de financement ou des problèmes très techniques. Et également la Fédération des industries mécaniques, représentée par M. Imbert, a des services techniques à l'exportation qui nous sont d'un précieux recours. On a évoqué tout à l'heure le problème du financement. Quel est votre avis là-dessus? C'est un problème qui joue un rôle de plus en plus capital. Vous savez, la vente à crédit se développe dans le monde entier, non seulement sur l'ère nationale, mais à l'échelle internationale. Et quand nous présentons nos produits à l'étranger, très fréquemment, nos clients nous demandent des délais de paiement et des facilités de paiement. Il y a donc entre les divers concurrents, en dehors même du problème des prix dont on a parlé tout à l'heure, la nécessité d'apporter des offres de crédit qui soient alléchantes ou en tout cas comparables à celles des concurrents. Je dirais qu'après un long chemin parcouru un peu dans le désert où l'industrie française avait des facilités très réduites par rapport à ses concurrents étrangers, une réforme est intervenue qui a remis le système français à peu près à l'heure. Cela étant, je crois qu'aujourd'hui nous avons encore de sérieuses difficultés, M. Bataille les évoquait tout à l'heure, dans la mesure où les crédits que nous offrons, notamment dans des délais relativement courts, c'est-à-dire inférieurs à 1 ou 2 ans pour nos matériels, sont encore très chers pour la concurrence étrangère. Et c'est un des points sur lesquels nous souhaitons que les pouvoirs publics se penchent en nous aidant à apporter à nos concurrents, comme nos concurrents étrangers, des moyens de financement qui soient compétitifs et attractifs. Je dois dire que nous avions d'ailleurs à ce débat invité un représentant du ministère des Finances qui n'a pas cru devoir venir. C'est un peu dommage pour précisément cette partie de la discussion. Oui, j'aurais bien aimé me confronter avec lui là-dessus. Mais si vous voulez, nous allons passer à la dernière partie de ce débat. Est-ce que finalement, l'année 71, où il y a eu ce renversement de tendance, où les entreprises françaises semblent déboucher sur le marché international, est-ce que c'est un accident, notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, avec plusieurs manipulations monétaires, ou bien est-ce que ce sera durable à votre avis? Moi je suis convaincu que la France a pris maintenant un virage définitif au plan de l'exportation. Les entreprises et l'industrie française et l'économie française d'ailleurs ne peut plus se passer de l'exportation et doit vivre sur le marché international. Alors certes, l'année 71 a été marquée par un certain nombre de manipulations monétaires auxquelles il faut donner de l'importance, mais auxquelles il ne faut pas trop donner d'importance non plus. Car cette même année a été marquée par un ralentissement de la conjoncture internationale. Vous comprenez bien que toute cette situation monétaire a amené les acheteurs à réfléchir, à attendre, à voir comment la situation allait tourner, et de ce fait-là, les affaires se sont ralenties. Alors si vous voulez, l'un a compensé l'autre. Mais au plan de l'industrie française, je suis convaincu pour ma part que la somme d'investissement, les efforts auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, qui ont été réalisés, ont marqué un virage définitif. Alors c'est sur ce plan des investissements, je crois, qu'il nous reste le plus à faire. Car nous sommes arrivés plus récemment, vous l'avez dit tout à l'heure, que beaucoup de nos concurrents sur les marchés internationaux, et nous n'avons pas encore, et de loin, équipé le marché international avec les réseaux qui nous sont nécessaires pour présenter nos produits français. Il y a encore beaucoup de villes aux États-Unis où il vous est absolument impossible de trouver des produits français. Alors il ne suffit pas de baisser les prix, il faut encore que le client puisse acheter dans la mesure où vous lui présentez le produit. Nous avons donc un énorme effort à faire encore du côté français et auquel il faut que les pouvoirs publics s'attachent avec nous de réalisation d'un réseau et d'une infrastructure commerciale. Et puis nous avons besoin d'hommes. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut que les jeunes se dirigent vers ces métiers d'exportation.
Oui, mais maintenant que le départ est pris, est-ce qu'on peut estimer que l'aide de l'État, l'aide du contribuable, va diminuer? Ben, vous savez, l'aide du contribuable à l'exportation, elle pèse très très peu si vous la mesurez. Ce qui est important, c'est que Et l'exportation... vous la sollicitez quand même. Mais nous la sollicitons sur le plan suivant, c'est que nous demandons à être mis dans des conditions comparables à celles de nos concurrents étrangers. L'exportation, c'est une grande bataille. Chacun sait aujourd'hui que la puissance politique se joue à travers la puissance économique et chaque État soutient, intervient derrière ces exportateurs qui sont un peu ces troupes de choc, si vous voulez, dans cette bataille. Alors ce que nous souhaitons, c'est de ne pas être déphasés et de ne pas nous battre avec des arbalètes quand les autres se battent avec des mitraillettes. Vous comprenez? C'est exactement sur ce plan-là. Nous ne demandons pas à l'État de faire le métier à notre place. Et ça, je crois que M. Grégoire l'a dit très bien tout à l'heure, l'exportation c'est notre affaire, l'acte industriel c'est l'affaire des industriels, mais il nous faut un certain contexte, il nous faut ne pas avoir de boulet aux pieds, il nous faut présenter des atouts à peu près analogues à ceux de nos concurrents. Si on nous les donne, je crois que nous réussirons. Vous savez, faites-nous de bonnes politiques, on vous fera de bonnes exportations. Eh bien, je vous remercie, messieurs, et c'est sur ce commentaire fiscal que nous allons vous quitter. À vous, Jean-Pierre Elkabbach. Je viens d'apprendre que la chasse à la vignette sur les pare-brises sera officiellement ouverte en France le 3 janvier. Dans une note diffusée à tous ses services, la direction de la police municipale attire en effet l'attention des gardiens de la paix sur le problème de la vignette et des automobilistes. Ce n'est qu'au cours de contraventions classiques de la circulation et du stationnement que les policiers pourront s'occuper du défaut de vignette qui est une infraction fiscale. La période de tolérance est donc, semble-t-il, finie. Nous voilà avertis. Nous allons retourner maintenant avec Gérard Vidalanche à la Bourse de Paris, cette fois pour les cotations. Bien Jean-Pierre, la course au pétrole passionne toujours la Bourse de Paris et la norvégienne de l'azote, qui est cotée sur le marché, dont les cours du reste ont monté encore aujourd'hui. Vous voyez le cours de 789 puis 789 contre 772, est toujours intéressé par les travaux de recherche en mer du Nord et il semble bien qu'il y ait des indices de pétrole même à la hauteur du Spitzberg, c'est-à-dire tout à fait dans l'Antarctique, ce qui montre que tout ceci relance l'intérêt des recherches en mer du Nord. Il y a aujourd'hui deux bonnes nouvelles pour l'industrie, deux succès techniques. La première nouvelle est la suivante. L'Air Liquide va participer à l'aventure aérospatiale américaine. Elle a signé un contrat d'assistance technique avec la grande firme américaine McDonnell Douglas. Et ceci est important car il s'agit des nouveaux projets de navettes spatiales dans le cadre du programme Post-Apollo de la NASA. Et l'Air Liquide a été choisi précisément par le partenaire américain pour faire des études sur de nouveaux isolants, donc un succès technique indéniable. Et puis alors dans le secteur des télécommunications, une filiale de la Compagnie Générale d'Électricité, qui est la CIT Alcatel, également cotée en bourse, va participer à également des commandes dans le cadre d'Eurocontrol, qui est l'organisation européenne qui est chargée de la sécurité de la navigation aérienne. Alors c'est tout un système électronique qui permettra de répartir automatiquement entre les centres de contrôle de la navigation aérienne les messages qui émanent des avions en vol. Vous voyez que Bull a baissé au début, mais a ensuite remonté. Michelin est également un peu mieux, tandis que la Française des Pétroles perd 2 francs, mais l'Air Liquide a été bien impressionné par ce contrat avec la firme américaine. Péchinet également redresse la tête, tandis que les grandes valeurs étrangères sont beaucoup plus discutées. On s'étonne notamment que les mines d'or sud-africaines n'aient pas été influencées par le relèvement du prix de l'or, puisque ce prix officiel est passé de 35 $ à 38 $. Ceci devrait évidemment augmenter les marges bénéficiaires des mines d'or. Voici ces valeurs étrangères qui sont en baisse, en particulier pour les Allemandes, Hoechst et Siemens. Au marché de l'or, calme plat, les mêmes cours se répètent chaque jour, 7360 pour le lingot, 62 francs pour le Napoléon. Cependant, la rente Pinet, qui est indexée sur la pièce de 20 francs, est en légère hausse aujourd'hui à 166 contre 165 francs 20. On a un petit peu baissé, 165,90, second cours. Voici, c'était la bourse. À vous, Jean-Pierre Elkabbach. Je vous disais tout à l'heure que M. Vo Van Chung, qui est le représentant du Nord-Vietnam à Paris, avait été reçu tout à l'heure au Quai d'Orsay sur sa demande par M. Maurice Schumann. Eh bien, le chef de la diplomatie française vient de rappeler que le président de la République, M. Pompidou, avait déploré, lors d'une déclaration le 1er octobre, la reprise des bombardements sur le Nord-Vietnam, une reprise même limitée.
C'est donc une réaffirmation de la politique de la France dans ce qui concerne le conflit indo-chinois. Et pour M. Maurice Schuman, je le cite, il n'est d'issue au conflit indo-chinois que sur la base d'un règlement négocié assurant au peuple de cette région du monde de vivre dans la paix, l'indépendance et la neutralité. Voilà donc pour toutes les informations de la matinée que nous avons vues ensemble au cours de ce télémidi. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous dis à demain.